Voilà, je laisse donc c'est Laurent Auray qui a animé la formation donc e-learning que vous avez suivie, qui va pouvoir venir vous apporter quelques précisions. Donc on lui a fait part des retours suite au questionnaire qu'on vous avait adressé, des retours et des questions que vous aviez. Donc, il y aura cette présentation et ensuite à la fin, donc j'ai désactivé pour l'instant les micros, mais si vous avez à la fin en effet des questions, ce sera l'occasion de pouvoir partager en fin de séance. Laurent, je te laisse débuter. Bonjour à tout le monde. J'ai effectivement essayé de répondre rapidement à quelques questions qui ont été colligées après les cours. Et il y a quelques cas cliniques un peu différents de la dernière fois, hein, pour toujours un peu réfléchir à la fin. Bon, la première question, là, ce qui revient très souvent, c'est l'histoire du compte rendu. Effectivement, hein, dans le dossier du patient, il faut un compte rendu, non seulement pour la caisse nationale primaire d'assurance maladie suivant le département, puisque si vous cotez des examens, et même pour les examens hors nomenclature, je pense qu'il faut toujours une trace, hein, dans le dossier. Alors d'autant plus que vous êtes des autoprescripteurs. Donc là, effectivement, ça ne peut pas passer comme ça, sans compte rendu, sans trace écrite dans le dossier du patient. Donc, et en plus, hein, si, bon, ça arrive extrêmement, très rarement, mais s'il y avait un petit problème d'expertise, de choses comme ça, on demanderait bien sûr le compte rendu de l'examen, puisque c'est un examen coté, donc tout examen coté ou hors nomenclature, mais doit avoir un compte rendu. Donc, pour moi, c'est obligatoire. Dans l'indication, hein, un compte rendu, c'est comment quand on fait un Attends, compte rendu. excuse-moi Laurent, on n'a pas ton diaporama qui s'affiche, qui change au fur et à mesure. Alors je crois que tu as un souci pour partager ton écran. Je vais le faire de mon côté. Je vais le partager comme ça. Ah, la deuxième diapositive n'apparaît pas. Non, mais je vais le partager moi sur mon écran. Et normalement, voilà. Voilà, c'est bon, je te laisse continuer. Et je te fais un top quand je change Oui, de oui, diapositive. oui. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, donc vous êtes des autoprescripteurs, c'est obligatoire, hein, de faire un compte rendu effectivement. Donc la question, elle se pose même pas. Comme pour un compte rendu d'IRM, de scanner, de n'importe quelle partie du corps, c'est toujours la même chose, hein. Donc, faut poser une question dans l'indication, hein. Ça peut être bilan avant implantologie, ce qui est le plus fréquent, bilan avant dents de sagesse, découverte fortuite d'une anomalie sur un panoramique dentaire, problème de traction dentaire en orthodontie, question d'endodontie. Bon, il faut une question clinique. Il faut toujours mettre la technique, hein. La technique, faut savoir le champ que vous avez utilisé. Vous savez, en code BIM, hein, il y a différents champs d'acquisition, donc au moins le champ. C'est un champ qui devra être cohérent avec l'indication clinique. Ensuite, toujours, bien sûr, ça, vous savez, hein, avec la radioprotection, vous êtes obligé de mettre la dosimétrie délivrée pendant l'examen. Et si vous êtes obligé obligé ou vous devez faire un examen pour un enfant ou une femme enceinte, il faut que vous le motiviez cet examen, qu'il soit motivé. Puisqu'une femme enceinte, hein, bien sûr, si ça met en péril la grossesse, on peut comprendre qu'il faille faire un examen, mais il faut que ça soit motivé cliniquement. Donc après, dans le résultat, où c'est de l'implantologie, vous allez parler du volume, de la qualité osseuse pour l'implant, sans faire peut-être de mesures, mais pour parler de ce que vous allez avoir à faire. Et s'il y a une lésion, il va falloir la décrire avec les éléments du cours, hein, que je vous ai donné là sur les trucs, donc toujours avec les éléments de sémiologie radiologique. Et pareil, ça arrive très souvent, très souvent. Vous aurez des découvertes fortuites dans le champ d'acquisition. Ça, il faut en parler aussi, bien sûr.
Et en conclusion, ben, toujours faut une conclusion, c'est toujours, il y avait la question, est-ce que vous répondez à la question qui a été donnée? Bon, pour l'implantologie, c'est assez facile. Après, bon, vous faites vos éléments. Si ben, c'est une lésion, vous proposez une gamme diagnostique. Si vous êtes, souvent, il y a plusieurs éléments, on ne peut pas trancher. Bon, si vous allez, est-ce qu'il y a une histologie qui est nécessaire? Et ouvrir un peu la réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres examens qui peuvent être faits? La plupart du temps, c'est non. Est-ce qu'il faut adresser un autre spécialiste ou même refaire autre chose, ou refaire chez un radiologue? Donc, le compte-rendu, le squelette, hein, ça sera toujours la même chose. Alors, diapositive suivante. Donc, la deuxième question, ça concernait ce qui était la densité osseuse en implantologie. Donc ça, c'est une question qui revient souvent, hein, c'est une question intéressante. En fait, depuis 25 ans qu'on fait du scanner et des codes BIM, la plupart du temps, ça reste un critère subjectif, hein, l'épaisseur des corticales, la qualité de l'os trabéculaire. Donc, vous savez, cet os trabéculaire, il a une densité qu'on peut dire dense, normalement dense, peu dense, ou un os que j'appelle moi lâche, sans réticulation. Donc cet os trabéculaire, suivant les réglages de la machine, suivant le type de la machine, alors c'est pas comme en scanner, hein, comme il y a des cones BIM, il y en a 100 différents, il y a des réglages différents, ben, ça va être au fil du temps l'expérience sur son propre appareil, hein, qui va nous permettre d'approcher la qualité de l'os. Et il y avait une bonne question, hein, qui était remontée, c'était de savoir si on pouvait faire une mesure. Bon, bien sûr, en scanner, on peut faire ce qu'on appelle les unités Hounsfield, ça montre la densité des tissus. En Conville, non, il n'y a pas de mesure. Et pour moi, quand même, avec le recul, hein, de toute façon, même en scanner, je ne me servais jamais, j'en ai fait pendant des années, je continue à en faire, des scanners classiques, je ne me servais jamais des mesures d'unité Hounsfield. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de subjectif et il faut rester sur la classification classique là, qui est dans l'encadré. Et pour avoir quand même parlé de nombreuses fois avec des gens, est-ce qu'il y a vraiment, alors il y a une corrélation, mais quelle est la corrélation exacte entre ce qu'on voit dans le spongieux et les conditions de mise en place de l'implant? Est-ce que ça va être la sensation tactile au moment du forage? Des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas une corrélation exacte. Il faut le prendre en compte, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de mesure et ça va être quelque chose de subjectif. Diapositive suivante. Donc, là, vous avez, par exemple, je vous avais montré, c'était dans le cours, hein, c'était la façon dont on repérait justement le canal mandibulaire lorsqu'on en a des difficultés. Et j'ai pris, c'était l'exemple typique, hein, du stade 4, le stade avec un spongieux très lâche, où les trabéculations sont très mal visibles. Alors ça, c'est non seulement c'est un élément à prendre en compte pour les conditions du forage, mais souvent c'est là d'ailleurs où on est embêté, hein, pour retrouver le canal alvéolaire inférieur droit. Je vous avais montré l'artifice, hein, en fabriquant de multiples panoramiques dentaires qui vont être reportés sur les coupes transversales pour bien pouvoir calculer la hauteur. Diapositive suivante. Et comme je vous le dis, suivant les appareils, ça c'est mon exemple à moi avec ma petite Ferrari là, mais eh bien savoir reconnaître la qualité de l'os subjective. Là, vous avez des exemples de reminéralisation d'alvéoles et vous pouvez voir que la reminéralisation, elle est parfaite, mais elle est un peu différente de l'os spongieux natif. Et vous avez au centre de l'alvéole une zone moins bien reminéralisée qui permet de voir tous les stades un petit peu de cette densité osseuse. Là, pas de mesure et une fois de plus, des critères subjectifs. Diapositive suivante. Il y a une question qui est revenue, c'est un cas de figure où vous êtes de plus en plus confrontés, que ça soit pour des gens qui ont des traitements de chimiothérapie, des radiothérapies, et puis maintenant les traitements que vont délivrer les rhumatologues sur les problèmes d'ostéoporose. C'est toutes ces questions qui tournent autour de l'ostéonécrose. Donc là, je vous remets la diapositive qui est dans le cours avec les éléments sémiologiques que l'on peut retrouver dans une ostéonécrose.
J'ai rajouté, puisque comme toujours, la science évolue, j'ai rajouté ce qui n'est pas dans le cours, une dernière ligne. Pour moi, trouver des appositions de périostée dans un diagnostic d'ostéonécrose, c'était un peu impossible. Et en fait, bon, moi, au CHU de Bordeaux, là, je fais beaucoup de réunions de cancérologie pluridisciplinaire. Et en fait, même dans des ostéonécroses classiques, on peut retrouver des appositions périostées. Ça n'élimine pas le diagnostic, suivant s'il y a eu une poussée inflammatoire, peut-être une surinfection, mais l'apposition périostée n'élimine pas le diagnostic. Diapositive suivante. Donc là, vous avez un exemple classique par rapport aux éléments sémiologiques que je vous ai donnés. Vous allez avoir ce séquestre osseux avec du gaz qu'on voit très bien sous la forme d'une densité très noire, très hypodense. Ça, c'est un scanner classique, mais ça serait la même chose en code BIM. Le côté mandibulaire, le côté polymorphe, ça peut être dans une zone édentée où il peut toujours y avoir, bien sûr, la structure dentaire. Et là, si on a un peu plus l'habitude, on voit que cette personne, évidemment, elle avait toutes les chances de faire une radionécrose, puisque vous voyez, il y a des éléments métalliques dans le côté lingual qui témoignent qu'il y a eu une chirurgie ORL, donc il y a sûrement eu une radiothérapie, plus ou moins chimiothérapie. C'est le bingo pour pouvoir faire une radionécrose. Donc évidemment, dans l'indication clinique, moi je suis toujours alerté quand il y a un problème quel qu'il soit. Est-ce que, comme je l'avais dit avant de commencer le code-BIM, est-ce que j'ai un contexte de chimiothérapie? Est-ce que j'ai un contexte de traitement particulier d'ostéoporose? Est-ce que j'ai un contexte de radiothérapie de la zone ORL, maxillofaciale? Diapositive suivante. Toujours le même patient, vous avez ce séquestre osseux avec les corticales préservées, les bulles de gaz. C'est vraiment quand on commence à en avoir vu plusieurs, c'est toujours la même chose. Diapositive suivante. Un exemple un peu plus frappant, vous avez là carrément, il y avait un contexte d'antécédent de radiothérapie. On a quand même voulu mettre des implants et les implants ont favorisé une ostéonécrose majeure avec un aspect de séquestre complet de tout le bloc osseux de la symphyse. Il y a un détachement complet du bloc osseux avec une ostéonécrose tout à fait incroyable, avec tout le bloc osseux s'en va avec les implants. Diapositive suivante. Même si on dit que c'est plus rare sur le maxillaire, c'est possible. Et là, vous avez dans le secteur antérieur maxillaire droit, vestibulaire du maxillaire, là encore un bloc osseux complet qui va venir se détacher de la zone osseuse native maxillaire. Donc là encore, il ne faut pas se faire piéger. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous appliquez la sémiologie, vous avez un énorme séquestre osseux qui contient des éléments dentaires qui se détachent de l'os natif avec des petites bulles de gaz. Diapositive suivante. Alors, nous avions aussi des retours, comme la dernière fois, sur l'orthodontie. Bon, l'orthodontie, bon, c'est des enfants, donc moi, les enfants, c'est particulier, ça bouge, c'est coquin, ça s'agite. Donc, c'est pas facile de faire des cone-beam à des enfants, et plus ils sont petits, plus c'est compliqué. Je pense que moi, je continue. Alors, peu de gens s'y attaquent. Alors, il y a des orthodontistes peut-être, mais moi, les enfants les plus jeunes, je suis descendu jusqu'à 3 ans et demi. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir des équipes un peu retaillées. Alors, l'orthodontie, c'est toujours un peu la même chose. Il va y avoir des dents retenues, des dents ectopiques. Et on va chercher avec des vues 3D comment mieux analyser les dossiers par rapport à la panoramique télécrâne. Ça, c'est la première chose. Et rechercher toujours la même chose, c'est ankylose, un crochet apical et une rhizalyse. Donc l'ankylose, c'est un petit dada pour moi. L'ankylose, il y a plusieurs stades. Vous allez avoir une attaque de l'espace desmodontal et de la lamina dura dans les stades initiaux. Et après, vous avez la définition, c'est la pénétration
de l'os spongieux dans la structure dentaire qui va vous donner cette ankylose, cette résorption avec les cellules osseuses qui rentrent dans la dent. Alors, grosse discussion, il y a plein d'articles. Moi, j'ai écrit des articles récemment. C'est qu'il y a des gens qui font de la recherche, je ne sais pas, en clinique, qui vont pouvoir affirmer qu'il y a un stade 1 ou 2 d'ankylose, hein, c'est-à-dire avec une atteinte, un peu un amincissement, une hétérogénéité de l'espace desmodontal de la maladie dura. Pour moi, ça, c'est vraiment très dur. Et Dieu sait si j'en fais pas mal quand même hein, par rapport au reste des personnes. C'est-à-dire, là, on prend 10 observateurs, 10 orthodontistes, chirurgiens dentistes, maxillofaciaux, radiologues. Eh bien, il y en a 10 qui vont dire 10 choses différentes. Donc moi, je reste quand même très prudent parce que si c'est pour mettre sur chaque compte rendu doute sur une ankylose débutante, bon là, après, on ne fait plus rien. Donc moi, je suis assez rétif à écrire ça. Je reste simple, hein, c'est-à-dire que déjà, c'est très bien puisque la plupart des gens ne savent pas les reconnaître. Est-ce que j'ai vraiment ces densités du spongieux qui pénètrent dans la dent? Et là, je vais dire qu'il y a une ankylose et là, j'en suis sûr. Le reste, les stades initiaux, peut-être je ne suis pas assez fort, peut-être je n'ai pas la machine, mais la machine, elle est pas mal. Il faut se centrer que sur une seule dent. On est quasiment dans la recherche. Pour moi, pour l'instant, moi, je reste sur mon stade de 3 et je suis très content puisque je rattrape des dossiers qui n'ont pas été vus ailleurs et déjà, c'est très bien. Donc l'ankylose, hein, bien se lancer, être sûr lorsqu'on a un stade 3 de pénétration du spongieux. Et diapositive suivante, eh bien, savoir aller chercher un crochet apical hein, qui ne va pas aider hein, quand vous avez un apex comme ça, comme ici sur la 23 qui vient dans la base de la cloison intersinusonasale. Bien, on peut comprendre que ça ne va pas aider à la descente. Les rhizalises, les rhizalises, il faut savoir les rechercher avec les logiciels qui vont bien. Hein. Vous savez, c'est pas en coupe axiale qu'on va chercher une rhizalise. Il faut savoir se servir des logiciels en multiplanar reconstruction et il va falloir se mettre de façon perpendiculaire, transaxiale. Et c'est là qu'on va voir si on peut affirmer une rhizalise. Des fois, sur des reconstructions simples, panoramiques ou transversales, on a l'impression qu'il y a des rhizalises, en fait, il n'y en a pas, et vice-versa. Donc, il faut aller savoir naviguer dans le logiciel, se mettre bien dans le bon plan d'étude pour affirmer ou infirmer une rhizalise. Et l'orthodontie, la plupart des dossiers, c'est comme ça. Vous allez après, évidemment, vous ne pouvez pas les rater quand il y a des odontomes, des germes dentaires surnuméraires, des transpositions, et c'est un peu tous les éléments qu'il faut récupérer avec, une fois de plus, un savoir-faire pour pas que ça bouge hein, chez ces petits enfants. Enfin, quand je dis petits, même les adolescents, des fois, ne sont pas très sages. Et, bon, c'est l'habitude. Diapositive suivante. L'endodontie. Alors, l'endodontie, bien, il y a toujours les fantasmes. Il faut avoir des tout petits voxels. Les commerciaux disent oui, achetez-moi cette machine 10 fois plus chère parce que moi, j'arrive à faire des voxels très petits, ce qui est vrai. Hein, parce qu'il faut avoir une machine de très bonne qualité. Parce que l'endodontie, paradoxalement, ça paraît des petits champs. On dit tiens, c'est facile. Non, c'est le plus dur. Hein. L'endodontie, faire des examens de qualité, c'est le plus dur. Comme je le montre bien dans les cours que j'ai faits, hein, ça peut être redoutable. Surtout, bien sûr, que l'endodontie, c'est souvent des dents qui ont déjà été traitées, donc il y a de l'artefact métallique. Donc on a tout pour que ça se passe mal, hein, parce qu'on veut quelque chose de très précis avec des artefacts métalliques. Donc, bon, une machine de qualité, c'est sûr. Au minimum, travailler avec des voxels inférieurs à 150. Bon, après, on peut faire des rétro-constructions, des choses comme ça. Moi, je ne le fais pas. Hein. Déjà, on travaille à 150. Bien sûr, vous savez qu'à la différence du scanner classique, Conbeam, hein, plus le champ va être petit, plus la résolution spatiale, hein, qui va permettre d'avoir des voxels de petits volumes, va être meilleure. Donc, sur une dossier, sur une étude pour de l'endodontie, on a tout intérêt à prendre des champs petits qui vont vous permettre d'avoir des voxels d'excellente qualité.
Alors, il va falloir avoir bossé avant, mais les ingénieurs, pour bien sûr savoir résister le mieux possible, hein, vous ne ferez pas de miracle, vous n'allez pas démonter le matériel d'obturation dentaire, les couronnes de la côté et tout ce qui nous embête, mais essayer de savoir régler, ben ça c'est avoir avec l'habitude hein, pour résister au mieux aux artefacts métalliques, mais il n'y aura pas de miracle. Et moi, après 25 ans, hein, j'en fais beaucoup aussi, eh bien, la meilleure façon de résister aux artefacts métalliques, là encore, c'est pas d'acheter des machines, des logiciels, mais la meilleure, c'est d'avoir le moins possible d'artefacts de mouvement. On y revient toujours. Il faut vraiment que l'examen soit parfaitement réalisé sans aucun mouvement. Parce que plus on aura des artefacts de mouvement, même s'ils sont minimes, plus vous aurez d'artefacts métalliques et plus vous aurez du mal à naviguer au sein des canaux pulpaires. Donc, petit champ et pas d'artefacts de mouvement. Là encore, hein, alors là, pour étudier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour l'orthodontie, il faut bien sûr, c'est pas sur des coupes axiales, il faut savoir se débrouiller avec tous les plans de l'espace. Mais vous savez, hein, maintenant, il y a des logiciels qui circulent qui vous permettent de numériser, de coloriser les canaux pulpaires. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas là-dessus non plus. Hein, c'est très joli, mais ces canaux pulpaires en violet, jaune, vert et toutes les couleurs qu'on veut, qui sont extraits par des logiciels qui sont bien faits, hein, qui vous montrent la forme, le trajet des canaux pulpaires, soit, mais là, c'est pas là que vous allez faire les vrais diagnostics. Hein, c'est toujours sur les coupes natives, les coupes axiales. Et après, ben, c'est à vous de naviguer. Comme je dis souvent, hein, les micro-fissures, les choses comme ça, c'est difficile à voir parce que vous avez des artefacts. Alors, est-ce que c'est un artefact? Est-ce que c'est une micro-fissure? Ben, moi, je reste très prudent et quand je ne suis pas sûr, ben, je ne mets pas qu'il y a une fissure. Et je le répète, c'est écrit, je l'ai dit 100 fois dans le cours. Là, ce qui est facile, hein, c'est simple, c'est qu'en endo ou donci, quand surtout il y a toutes ces pathologies post-traitement, c'est la perte osseuse, hein, c'est le signe indirect d'une souffrance osseuse, ce signe indirect qui va vous permettre de vous focaliser. Vous avez la perte osseuse et c'est toujours en regard de la perte osseuse que vous aurez la fissure, le faux trajet, le mauvais traitement, le canal pulpaire oublié, le canal pulpaire palatin d'une 16-26 non traitée, que ça va se passer. Donc, premièrement, où est ma perte osseuse? Et je sais que ma pathologie, que je dois aller traquer, chercher, eh ben, elle va être en regard en ce qui concerne la structure dentaire. Encore une dernière question, diapositive suivante. On me demandait, alors je l'ai fait, je les montre hein, dans les cours, mais je remets les deux livres. Alors bien sûr, c'est des livres de radiologues, hein, mais il y a aussi des livres qui ont été faits par des dentistes. En tout cas, bon, la Bible, ça c'est sûr, on peut pas, il y a tout, on peut pas faire mieux. C'est le livre là dentaire, le livre vert fait par Martin Duverneuil de la Pitié-Salpêtrière et Claude Odez, qui était comme moi un dentiste privé et qui était vraiment le chantre, le pape de l'imagerie en endodontie. Bon, il a traité ça, il fait des choses. Est-ce qu'on peut faire pareil? Bon, peut-être, en tout cas, on essaie, mais là, il y a tout. Et quelqu'un, hein, c'est aussi un radiologue parisien. Qui, alors ça, c'est la première édition, mais il y a eu d'autres éditions. Là, c'est très pratique, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien fait parce que autant l'autre, c'est vraiment une bible, c'est une référence, mais c'est compliqué. Mais le guide pratique du code BIM fait par Norbert Belaïch, bah, c'est très bien. Et moi, je trouve qu'on a toutes les réponses un petit peu à tout ce qu'on veut. Alors, on me demandait comment s'entraîner. Ça, c'est une bonne question. Ben, s'entraîner, il faut connaître un centre où on fait beaucoup d'imagerie dentaire, que ce soit des radiologues ou des dentistes, et demander si on peut être accueilli et passer des journées, si les gens acceptent, hein, passer des journées. Ben, moi, je fais pareil en IRM, en scanner, à côté des gens, on se met dans un coin, on ne fait pas de bruit, on voit, tiens, sur les questions cliniques, quels sont les chats utilisés, comment ils se débrouillent, comment ils font pour que les gens ne bougent pas. Et les comptes rendus, après, c'est une chose, mais au moins les acquisitions, puis on se met, puis on regarde. Hein, l'entraînement, il n'y a pas de.
sur des logiciels. Bon, après, il y a les cours, mais une fois qu'on connaît la théorie, j'espère que ce que j'ai fait comme cours, ben, ça vous aide. Et une fois qu'on connaît la théorie, ça, c'est une chose, mais la pratique, c'est sur le terrain et on va squatter, si les gens sont d'accord, des vacations où il y a plein dedans chez des radiologues. Il y a de moins en moins, il reste moi, mais chez des dentistes, on passe des journées chez un collègue et on voit comment il fait, comment il interprète, hein, et comment surtout il réalise la chaîne. Et là, on revient sur la première diapositive, mais on va pas la mettre, hein, mais avec mon indication clinique, quel est le champ que je choisis, c'est très important. Comment je me débrouille pour répondre à cette question clinique. Et après, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que moi, des fois, on ne voit pas. Si des gens ont plus l'habitude, ils vous aideront. Et puis, quelles sont les conclusions et comment ils se débrouillent pour gérer un peu la gamme diagnostique à la fin. Donc ça, c'était toutes les questions. Je vais enchaîner sur quelques cas cliniques. Et après, s'il y a des questions, ben, je répondrai si Lauriane me donne 2-3 questions en direct. Alors, diapositive suivante. Donc, des cas cliniques, il y en a 4, hein, il n'y en a pas beaucoup, 4 ou 5. Diapositive suivante. Alors là, vous avez une personne qui, la clinique, hein, apparition rapide d'anomalies dans l'angle mandibulaire gauche. Donc, à la clinique, on sent une tuméfaction, il n'y a pas d'antécédent, pas de radiothérapie, pas de cancer connu. Et donc, là, vous avez des coupes axiales. Premièrement, angle mandibulaire gauche, on dit, tiens, il irradie beaucoup, pourquoi il ne fait pas que l'angle mandibulaire gauche? Là, je ne sais pas où je vais. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pouvoir comparer avec le côté droit. Comparer mes corticales, comparer mon spongieux. Ça, c'est pour moi très important. Donc, bien sûr, vous avez vu, j'ai fait une acquisition qui prend toute la mandibule. Je perds un tout petit peu en résolution, mais ça va m'aider. Toujours. Donc là, vous avez, comme on peut le voir sur les diapositives, une formation kystique qui va vous souffler, la corticale vestibulaire. Vous avez une rhizalyse qu'on voit même sur les coupes axiales des apex de 37. Le contenu est homogène, je n'ai pas d'apposition périostée. Ça, déjà, je sais que ce n'est pas une infection, que c'est une tumeur. Et entre malin, c'est la première chose à réfléchir, hein, je vous le dis bien dans le cours, entre malin et bénin, bah, je pense que c'est plutôt une tumeur bénigne. Donc, une tumeur bénigne, là, sur le cours, qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas de cloison, bon, ça ne fait pas trop améloblastome, peut-être un kyste, un kératokyste ou kyste épidermoïde ou autre. Mais déjà, on est content. Il y a bien sûr une histologie à faire. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas surveiller. On est content. Diapositive suivante. Là, vous la voyez, hein, c'est des reconstructions équivalentes à des panoramiques dentaires. J'ai peut-être même des petites bulles en région postérieure, donc ça m'embête un peu. Je vais quand même dire qu'on ne peut pas écarter formellement un améloblastome, kyste épidermoïde, améloblastome, petite rhizalyse. Hein, vous savez que la rhizalyse peut arriver aussi dans différents, c'est pas spécialement quelque chose d'agressif. Donc, on en est là. Donc, moi, je propose ça, l'examen est bien fait et je dis histologie. Donc, la personne est opérée et, diapositive suivante, on me répond, alors, pas diapositive suivante, mais là, on me répond une kyste dentigère péricoronaire en première lecture. Donc, c'est-à-dire qu'on me dit, ça, c'est quelque chose, vous savez, hein, c'est souvent sur les 38-48, vous avez des dents. Les dents de sagesse qui sont retenues, vous avez des kystes, c'est très connu, les kystes dentigères péricoronaires qu'on peut avoir sur toutes les dents retenues. Alors moi, je ne suis pas un grand scientifique, hein, donc déjà, on me dit kyste dentigère péricoronaire, il n'y a pas de 38. Bon, déjà, ça m'embête. Ensuite, un kyste dentigère péricoronaire qui pousse très vite, ça m'étonne un peu. L'anatomopathologiste, alors c'est toujours pareil, hein, on est un orchestre. Hein. Bien sûr, il y a le chirurgien qui fait l'histologie, qui connaît sa clinique, c'est vous. Nous, le radiologue, on propose quelques éléments, on est un maillon de la chaîne, et après, il y a l'histologiste. Mais l'histologiste, c'est pas parce qu'il parle en dernier qu'il a toujours raison. Hein. Donc, des fois, si ça me paraît incohérent, il faut savoir dire à l'histologiste, est-ce qu'il n'y a pas un piège et tout ça. Donc, moi, on me dit ça, moi, je dis non, c'est pas possible. Moi, je dis ça ne va pas. Alors après, bon, on va dire, qu'est-ce qui est chiant, c'est le radiologue. Mais moi, je dis, moi, ça ne va pas. Donc, il y a une relecture. Et moi, je dis, il faut reprendre, il faut refaire une biopsie, il faut recurer, il faut faire quelque chose. Donc, diapositive suivante.
Et effectivement, j'ai bien fait de mettre mon grain de sel, puisque ce n'était pas du tout un kyste d'antigère péricoronaire, et c'était un cas très rare, hein, c'était un carcinome, donc c'est un cancer, hein, mucoépidermoïde intraosseux. Donc c'est très rare, mais vous pouvez avoir, parce qu'il y a des cellules embryologiques, hein, comme si c'était un cancer de gencive débutant, comme un cancer des parties molles, comme on voit dans la sphère buccale, à point de départ intraosseux, et qui vous donnait un aspect de tumeur bénigne au final. On ne pouvait pas dire le contraire. Mais au moins dire que ce kyste d'antigère péricoronaire, ce n'était pas possible. Donc, vous voyez, c'est pour montrer que c'est souvent un travail en équipe. En fait, il ne doit pas y avoir d'incohérence. Hein. L'histologie, la radiologie, et vous, votre abord clinique, alors en plus, vous, là, c'est vous qui faites à la fois la radiologie et la prise en charge chirurgicale et clinique, eh ben, tout doit être cohérent. Et là, on était bien content d'avoir retravaillé le dossier pour arriver sur la vraie histologie. Diapositive suivante. Donc là, c'est un enfant, il a une tuméfaction de la joue, il y a un panoramide dentaire, il n'a aucun antécédent. Et là, on se retrouve avec une ostéolyse hein, qui me paraît presque mal limitée. Et surtout, alors ça, vous savez, hein, on en parle souvent dans le cours, en vestibulaire, mais en lingual aussi, vous avez une apposition périostée. Hein, ça, c'est les gens, les dentistes ont pas, vous connaissez bien le périoste en chirurgie, mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce que ce périoste est mal repéré, mal identifié sur l'imagerie. Donc là, vous avez vu, j'ai fait aussi le tour, je veux comparer avec le côté gauche. Et cette apposition, vous avez une apposition périostée indubitable, hein, avec, vous savez, en vestibulaire, en avant, en arrière de la lésion, et en lingual aussi. Donc on la voit très très bien. Après, plus on monte, plus on voit que ça, hein, en contact de la corticale vestibulaire, vous avez ces appositions périostées. Donc ça, ces appositions périostées, on sait que c'est un processus très évolutif. Hein. Donc moi, je vois ça, je suis inquiet. Hein. Je suis inquiet, je n'étais pas le seul parce que cliniquement, tout le monde était inquiet. Diapositive suivante. Donc, en vue reconstruction, eh ben, je trouvais que la lésion était mal limitée. J'ai des appositions de périostée. Il me semblait presque que vous aviez des ostéolyses un peu perméatives. Hein. Donc, moi, déjà, pourtant, j'en fais pas mal. Là, je suis tracassé. Et je sais que ce n'est pas une infection. Bien sûr, ce n'est pas un kyste péricoronaire dentigère parce qu'on n'est pas branché sur le collet d'une dent. Eh bien, moi, là, quand je vois ça, je vais dire que c'est un processus agressif et je vais dire c'est une tumeur maligne, hein, que ça soit primitive, secondaire, un lymphome, une hémopathie. Donc, c'est pas très sympa, mais on ne peut pas dire le contraire. Et là, il faut vraiment avoir un centre spécialisé, faire une histologie peut-être avant d'opérer, ainsi de suite. Et donc, chez cet enfant, donc, il va y avoir une prise en charge chirurgicale. Diapositive suivante. Et alors, tant mieux pour lui. Hein, vous avez, bon, c'est des cas assez facilement faits chez les enfants, hein, ce qu'on appelle les histiocytoses X ou les maladies de Langerhans. Hein, c'était une histiocytose X très agressive hein, et la position périostée venait nous troubler. Il y avait sûrement eu une surinfection, une inflammation très agressive qui favorisait cette apposition périostée. Et bien là, on part d'un cancer, et tant mieux pour le jeune homme. Hein, on se retrouve avec une histiocytose X hein, qui peut être mono-ostique, qui peut toucher un seul os, qui peut toucher plein de corps. Alors évidemment, hein, si on avait eu la notion qu'il y avait une maladie générale d'histiocytose X, on aurait pu faire autrement. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on aurait pu proposer hein, une histiocytose X. Là, on part, c'est toujours pareil, hein, c'est la première lésion. Vous voyez, la première lésion, au lieu de se mettre sur la base du crâne, sur un os long, elle se met sur la mâchoire, donc il faut savoir faire avec. Diapositive suivante. Donc là, c'est un patient qui a une sensation de gêne, de tuméfaction sur la mandibule droite. Bon, pas grand-chose au final. Hein. Il y a quelques troubles neurologiques, mais très faibles. Donc, on l'envoie pour un Conbim. Alors là, ce Conbim, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc là, typiquement, je suis pas content parce que j'ai pas le côté gauche pour comparer. Donc, j'ai que ce côté droit. Et là, c'est le piège, hein, parce que ça, bien sûr, c'est raté. Hein. C'est-à-dire que sur ce patient, on dit l'examen, il est normal. Et quand on a l'œil un peu plus aguerri, on dit, tiens, ouais, il n'y a pas grand-chose. Quand on a l'œil un peu plus aguerri, alors même si je n'ai pas le côté gauche pour comparer, je regarde ma corticale linguale et ma corticale vestibulaire.
sur ma corticale vestibulaire, et là, vous ne pouvez pas me dire le contraire, j'ai une corticale linguale très homogène, très blanche, très dense, classique, et la corticale vestibulaire autour et en arrière du foramen mentonnier, ben, elle est un peu hétérogène. Il y a quelques zones d'ostéolyse dans cette corticale vestibulaire. C'est que ça le signe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apposition périostée, il n'y a pas d'ostéolyse du spongieux, j'ai rien d'autre. Mais ça, on ne peut pas rendre un examen comme ça en disant il est normal. Non, il n'est pas normal. Il se passe quelque chose. J'en sais pas plus sur un code BIM. Je ne vois pas les parties molles, mais je ne vois rien de plus. Et donc, moi, je dis cette corticale vestibulaire, elle est anormale. Il ne faut pas en rester là. Est-ce qu'il faut faire un scanner avec de l'injection pour voir les parties molles? Est-ce qu'il faut faire une IRM? Mais il y a un problème. Et donc, en plus, ça correspond à la sensation clinique et à ce que raconte le patient. Diapositive suivante. Et là, eh bien, hein, quand on regarde, alors là, c'est pas évident pour vous, mais on voit que vous avez les corticales, ça c'est l'IRM avec les parties molles. La corticale vestibulaire, elle est noire en IRM, ben, c'est pas fait pour ça, mais elle paraît normale. Côté gauche, vous avez une sorte de tuméfaction des parties molles vestibulaires tout à fait majeure au regard de cette corticale vestibulaire de la mandibule droite. Donc c'est ça. Effectivement, hein, il y a un processus qui évolue là, dans cette région. Diapositive suivante. Donc vous avez droit même à une IRM magnifique avec injection intraveineuse de produits de contraste. Ben là, on ne peut pas le rater. Hein. Vous avez une pathologie à la surface de votre mandibule. Hein. On voit ça, hein, bien sûr. Et même, on se rend compte que cette pathologie, elle va rentrer. Regardez votre os spongieux en IRM, hein, vous n'en faites pas, mais c'est facile. Vous avez le spongieux très blanc, alors que si je prends le spongieux de mon mandibule gauche, il est normal. Là, vous avez votre processus très évolutif qui rentre dans l'os spongieux, c'est-à-dire qu'il a traversé la corticale vestibulaire et est rentré dans l'os spongieux. Et quand on a ça, ben, nous, en radiologie, on ne se pose pas de questions. Hein. C'est quelque chose d'évolutif. Est-ce que c'est un sarcome, vous voyez, mais un sarcome de surface, une métastase, un lymphome, une ostéomyélite, ça paraît bizarre, mais pourquoi pas? Mais en fait, c'est quelque chose d'évolutif. Hein. Donc là, il y aura biopsie et tout ça. Donc ça, c'est un dossier qui a pas mal tourné dans le monde. Mais bon, ça va finir avec des chirurgies. Mais effectivement, hein, sur le CONBI initial, il ne fallait pas se faire piéger. Il y avait quand même la corticale vestibulaire qui était pathologique. Diapositive suivante. Alors, c'est un dossier qui est dans les cours, hein, mais je vous le remonte puisqu'on a parlé. Vous avez c'était un jeune homme de 20 ans hein, qui venait d'Afrique noire, pas d'antécédents, même s'il ne parlait pas très bien français, pas de cancer, de maladie particulière. Et il arrive, on lui fait un panoramique et on se retrouve avec des dents qui flottent comme ça dans des zones d'ostéolyse. Alors, moi, quand je vous fais le cours, puisqu'on a parlé de l'histiocytose, hein, il y a le signe de la dent flottante. Et la dent flottante, je me dis, là, magnifique, je suis en train de faire un diagnostic d'histiocytosique chez ce jeune homme. Et puis, vraiment, on ne peut pas dire que les dents flottent pas. Hein. Mais quand on regarde un peu mieux ces reconstructions panoramiques, au milieu des dents, il y a des structures, hein, là aussi, qui semblent être osseuses. Hein, osseuses. Et puis, même quand on regarde plus bas, j'ai des bulles de gaz. Donc, j'avais mis histiocytose X, mais je m'étais dit, il y a un piège. Je le sentais gros comme une maison. Donc, diapositive suivante. Quand on voit les coupes axiales, et puis là, quand je vous rappelez, je vous ai montré l'histiocytose X, mais je vous ai montré aussi, hein, puisque c'était des questions, une ostéonécrose. Et là, je me dis, mais tiens, on dirait des séquestres osseux avec des bulles de gaz. Donc, le garçon, je lui dis, il avait des radiothérapies, non, bien sûr, il n'a pas de traitement pour l'ostéoporose, il a 20 ans, il est en pleine forme, assez costaud. Et je dis, mais comment ça se fait? Parce que moi, je dis quand même, ça peut être une ostéonécrose. Et je pense, quand je mets ça dans le compte rendu, je me dis, je vais être la risée de tout Bordeaux. Bon, je mets ça. Risée. Donc, diapositive suivante. Eh bien, effectivement, c'était une ostéonécrose. Hein. C'était une ostéonécrose. Et pourquoi ce jeune homme, il fait une ostéonécrose? Et là, on retombe sur nos pieds, c'est une hémopathie. Et vous savez, en Afrique, hein, il y a des maladies, il y a la thalassémie, il y a la drépanocytose. Et la drépanocytose, elle est connue. Mais qu'est-ce que ça donne, la drépanocytose? Ça donne des micro-infarctus. Hein.
Et ben voilà, il y avait un trouble de la microvascularisation de sa mandibule, et cette trouble de la vascularisation a été à l'origine de cette incroyable ostéonécrose primitive des deux arcades mandibulaires. Diapositive suivante. Donc là, c'est un garçon qui a une tuméfaction de l'hémimandibule gauche. Donc là, j'ai fait le tour. Hein, pareil, on ne me demande pas juste un truc très précis d'endodontie. Hein, on ne va pas me demander le traitement de 36. On me dit une tuméfaction, j'aime bien comparer de l'autre côté. Bon, manifestement, toute cette branche horizontale de la mandibule gauche, elle est pathologique. J'ai un processus soufflant, là, les corticales. Bon, c'est pas une infection. Bon, là, c'est une tumeur bénigne. Donc, il y a une tumeur bénigne, j'arrive pas trop à dire, il n'y a pas de cloison, hein, qu'est-ce que c'est? Ça monte très haut, ça remonte vers la branche verticale de la mandibule. En tout cas, bon, on comprend pourquoi il y a une tuméfaction. Déjà, je sais qu'il y a quelque chose. Là, il faut proposer, la mère, elle est assez prévenante, hein, c'est une infirmière là, qui travaille au CHU. Bon, elle dit, ouais, mais on va parler de vous, vous allez me sortir un diagnostic, je ne sais pas trop. C'est un peu embêtant, elle met la pression. Diapositive suivante. J'ai donc là, vous avez des vues panoramiques, hein, toujours pareil. Il y a quelques rhizalyses. En plus, vous avez une rhizalyse de 37. C'est pas bien sûr kyste dentigère autour de 38. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas d'apposition de périostée. Là, la maman, bon, elle veut me voir, elle me dit ouais. Et là, elle me sort. Donc, je suis en train de dire que c'est une tumeur bénigne, histologique. Et elle revient me voir. Elle revient me voir, c'est incroyable. Elle me dit ah, monsieur Auré, mon enfant, là, je sais pas, il a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il a quelques malformations artério-veineuses. Il a des malformations vasculaires dans le corps, je ne sais plus, dans le tibia, dans le bassin, un truc comme ça. Donc moi, en imagerie, avec mon code BIM, bien sûr, je ne vois pas les vaisseaux, je ne vois rien. J'ai aucun signe pour dire, je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Malformation artério-veineuse. Qu'est-ce qu'il faut? Vous, hein, vous savez, hein, c'est de la clinique. Malformation artério-veineuse, tout de suite, je lui dis, mais est-ce qu'il a la langue violet? Est-ce qu'il a des fraises dans la bouche là, qui font penser à une malformation artério-veineuse? Ça, c'est des cours que vous font, comme M. Fréquard à Bordeaux, il connaît ça très bien. Est-ce que j'ai un trouble de la muqueuse? Pas du tout. Ça a été regardé par un chirurgien maxillofacial, ça a été regardé par des dentistes, et il n'y a pas ça. Et là, je suis pris d'un réflexe de survie. Bah, je dis là, quand même, elle m'embête avec ces histoires de malformation. Et donc, dans mon groupe, hein, j'ai une radiologue qui est spécialisée un peu dans l'ORL. Moi, j'en fais, mais beaucoup moins qu'elle. Et je lui dis, bon, il va falloir que tu ailles traquer une malformation artério-veineuse de la mandibule. Elle me dit, oula, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas faire. Bon, enfin, je la motive. Donc, diapositive suivante. On fait une IRM. Sur l'IRM, bon, vous n'avez pas l'habitude sur ces coupes axiales, mais autour de la mandibule gauche, il y a des structures noires, hein, et il y en a dans la mandibule. Et nous, quand on a ça, ça ressemble à des vaisseaux. On dit, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de vaisseaux autour de l'anomalie que moi j'avais décrite, hein, sur la mandibule. Donc, elle voit ça, donc elle sait déjà qu'il se passe quelque chose. C'est pas normal, les parties molles, hein, qu'on ne voyait pas, bien sûr, sur le code BIM. Hein. Donc, ça, c'est la base. Hein. Si on ne veut pas avoir d'ennui avec des patients, quand on fait un code BIM, et ça, j'en profite, parce que là, il commence à avoir des retours, on ne dit pas au patient, ah ben, tout est bien. Non, on dit l'os spongieux, l'os cortical, le périos et la dent sont normales. Le reste, tout ce qui est autour, on ne voit pas. Ah oui, mais vous n'avez pas vu la gencive, j'ai pas un cancer de la langue. Ben non, je sais pas, j'ai pas vu, c'est de la clinique avant tout. Donc, diapositive suivante. Et là, ce dossier n'est pas magnifique, il est plus que magnifique. Elle fait des opacifications, elle envoie du produit contraste dans les artères et dans les veines, je veux dire qu'ils vont aller opacifier les artères. Et vous, quand vous comparez le côté droit et le côté gauche, et bien sur le côté gauche, il ne faut pas être très fort pour se montrer qu'il y a un énorme peloton vasculaire. Vous avez une incroyable malformation artério-veineuse de toute l'hémiphase gauche. Hein. Donc, en fait, c'était ce qu'on voyait, c'était la partie immergée de l'iceberg dans la mandibule, mais tout autour, vous avez tous ces vaisseaux anormaux. Donc là, le chirurgien est content, parce que si on envoie le chirurgien en carton et qu'il commence à biopsier, opérer, parce que là, quand on a ça, c'est l'enfer. Hein. Ça ne peut plus s'arrêter. On ne peut pas faire de coagulation. Il faut l'envoyer en urgence au CHU, faire une artériographie pour aller emboliser l'artère carotide externe. C'est l'enfer. Donc, s'il y a bien une chose que les chirurgiens n'aiment pas, c'est tomber sur une malformation artério-veineuse. Le reste, on fait histologie, on discute. Mais ça peut être extrêmement douloureux à gérer.
Donc, bon, voilà, j'avais eu de la chance. Bah, sûrement que j'en ai raté des fois. Mais bon, là, c'est la maman, en fait, que je prenais pour être un peu embêtante, qui avait sauvé le dossier en me disant, mais il y a des malformations artério-veineuses ailleurs dans le corps. Diapositive suivante, il n'y en a plus. Donc, Lauriane, hein, s'il y a Est-ce une ou deux qu'il y a éventuellement des questions? S'il y a des en participants qui direct. veulent, oui, qui veulent intervenir, proposer une question, un demande de complément, ou sur le chat, il y a eu une question tout à l'heure. Enfin, non. Bon, bah écoute, je pense que c'est bon. On mettra le replay à disposition. Merci pour votre présence et puis bah, bonne journée alors. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci. Merci.